Écrire sur la violence procède évidemment de la représentation mentale que l'on peut avoir de cette violence, en même temps qu'elle en produit une représentation sémantique qu'on livre au public. Il y a donc deux significations du mot représentation ici. Premièrement, pour les philosophes et les psychologues, la représentation renvoie à l'idée héritée du dualisme de Descartes, mais également de l'empirisme de John Locke et David Hume, selon laquelle l'esprit ne voit pas directement un objet, mais en perçoit une image. Et pour reprendre une illustration que j'ai discutée précédemment, dans le cadre du massacre des Apaches à Camp Grant dans l'Arizona, tel que rapporté par l'historien Carl Jacobi, si vous vous en souvenez, les protagonistes voient de façon très différente l'événement dans lequel ils sont tous impliqués, du fait à la fois de leur histoire collective, de leur expérience personnelle, de leur vision du monde, de leurs préjugés sur les autres. Un même fait a donc une variété de représentations mentales possibles. Et deuxièmement, pour les écrivains et les anthropologues, la représentation correspond à ce qu'ils veulent donner à voir des faits dont il est question, ce qui implique un double rapport à ces faits qu'on peut qualifier de réalisme et d'esthétique. Et pour continuer sur les exemples que j'ai déjà évoqués, s'agissant de la répression d'une protestation en Corée du Sud et du viol d'une adolescente palestinienne en Israël dans les romans respectivement de Han Kang et Adania Shibli, ou de la femme victime d'un enlèvement lors de la partition en Inde et les tortionnaires de la police sous la dictature militaire au Brésil pour, là encore, respectivement, Vina Das et Martha Huggins, des choix sont opérés par ces autrices dans la manière de raconter ces violences et de leur donner un sens. Un acte donné peut donc donner lieu à des récits éloignés. En somme, écrire sur la violence met en jeu à la fois la façon dont on se la représente à soi-même et dont on la représente pour les autres. Le texte n'est d'ailleurs que l'une des formes de la représentation. Le cinéma et la vidéo, le chant et le son, la peinture et la sculpture en sont d'autres, souvent plus expressives même. C'est donc aux représentations de la violence que je vais m'intéresser en ayant à l'esprit que depuis plusieurs décennies, une pensée critique s'est développée dans les sciences sociales autour de la représentation en tant qu'elle viserait à être une simple reproduction fidèle de la réalité, comme si précisément cette représentation n'impliquait pas toujours des perspectives. Mais elle n'est au fond pas si différente de la pratique critique qui avait conduit à une révolution dans les arts, notamment dans la peinture, de Turner à Monet, de Cézanne à Picasso, de Beckmann à Duchamp. Et bien sûr, il y a René Magritte, dont les variations sur le thème « Ceci n'est pas une pipe », notamment celle du tableau représentant l'original posé sur un chevalet surmonté d'une pipe en suspens dans l'air, dans lequel Michel Foucault voyait un effort pour, je le cite, « abattre la forteresse où la similitude était prisonnière de l'assertion de ressemblance ». Mais s'agissant de représentation de la violence, je m'attacherai à deux violences collectives principalement et à deux modes de représentation. La violence coloniale, essentiellement à travers des textes, et la violence guerrière, principalement à travers l'image. En ouverture de leur anthologie « Violence in War and Peace », la violence dans la guerre et dans la paix, les anthropologues états-uniens de l'Université de Californie, Nancy Scheper Hughes à Berkeley et Philippe Bourgois à San Francisco, réunissent plusieurs textes dans une section intitulée « Conquest and Colonialism », conquête et colonialisme, en raison, écrivent-ils, de la centralité historique de ces processus dans la production des formes contemporaines de la violence dans le monde. Pour eux, je les cite encore, le traitement des violences coloniales ouvre la porte à une critique des catégories de civilisation et de sauvagerie, de progrès, de sous-développement et de modernité. C'est ce qui les conduit d'ailleurs à considérer que ces violences, en quelque sorte principielles, sont le lieu nécessaire par où commencer.
Reprenant à mon compte ce constat, je le préciserai en soulignant que l'expérience coloniale est fondatrice en ce qu'elle institue une relation radicale à l'autre, comme l'a montré dans son livre classique Time and the Other, Le temps et l'autre, publié en 1983 par l'anthropologue d'origine allemande de l'Université d'Amsterdam, Johannes Fabian. Relation qui n'est pas seulement représentée, elle se traduit aussi dans des pratiques de cruauté et de déshumanisation qui ont permis des massacres et des spoliations, l'esclavage et l'aliénation. De cette relation à l'autre, la période contemporaine est l'héritière dans le traitement des exilés, des minorités, des populations non occidentales. C'est dire l'importance de retourner en quelque sorte à la source coloniale pour saisir l'histoire de la violence. Un livre occupe une place cruciale dans cette histoire en raison de son empreinte dans la littérature des sciences humaines et sociales, Heart of Darkness, au cœur des ténèbres, de Joseph Conrad, publié en 1899 sous la forme fréquente à l'époque d'un feuilleton, puis dans un volume qui réunissait 3 textes sous le titre Youth, a Narrative and 2 Other Stories, Jeunesse, un récit et 2 autres histoires, comme si ce qui devait devenir son œuvre la plus célèbre n'était en réalité qu'une histoire de seconde importance. De l'âge de 16 ans à 37 ans, Joseph Conrad mène une vie de marin de Marseille, où il s'embarque à plusieurs reprises pour les Antilles, mais perd son emploi pour une affaire de trafic d'armes, à Londres, d'où il fait de nombreux voyages en Australie, en Inde, en Extrême-Orient, comme matelot, puis lieutenant, entrecoupés de longs séjours à terre, et nombre de ces périples donneront plus tard naissance à des récits. Sa pénultième expédition est africaine. En 1890, il obtient d'une société anonyme belge qui fait du commerce de caoutchouc et d'ivoire le commandement d'un bateau à vapeur qui doit remonter le fleuve Congo sur une distance de 1500 km jusqu'à rejoindre un comptoir où il est censé récupérer un agent malade. Dans le cadre du partage de l'Afrique entre les 14 États européens à la conférence de Berlin de 1885, la Belgique avait obtenu en effet un immense territoire correspondant à peu près à l'actuelle République démocratique du Congo, qui devint propriété personnelle du roi Léopold II et une source considérable de revenus pour lui, moyennant une répression féroce des populations. C'est donc dans ce contexte que Joseph Conrad arrive dans la colonie belge. Toute son expérience y sera une série d'épreuves insupportables, outre l'humiliante déception de se retrouver à bord de l'antiquité fluviale qu'est le roi des Belges, c'est le nom du bateau, et les relations exécrables qu'il entretient avec des administrateurs coloniaux racistes et corrompus. Le voyage est émaillé d'incidents, et surtout à la fin marqué par des crises de paludisme qui l'obligent à rentrer épuisé en Angleterre, où il est hospitalisé. Après cette déconvenue, il ne reprendra la mer qu'une fois, puis se sédentarisera pour se consacrer désormais à l'écriture. Le roman Heart of Darkness se présente comme l'histoire racontée par le capitaine Marlowe, qui est un personnage fétiche de l'auteur qui apparaît dans plusieurs autres récits. Pour l'essentiel, cette histoire est celle, en réalité, du voyage de Joseph Conrad, dont elle reprend maints détails. Elle décrit une odyssée de plus en plus sombre, inquiétante, hallucinatoire même, où la violence est omniprésente comme en filigrane. D'abord, la présence, le long de la côte du golfe de Guinée, d'un navire de guerre français qui, dit-il, bombardait la brousse à l'aveugle en direction d'un campement d'indigènes invisibles. Je le cite, « Dans l'immensité vide de la terre, du ciel et de l'eau, il était là, incompréhensible, à faire feu sur un continent. Il y avait une touche de démence dans tout ce processus, une impression de cocasserie lugubre dans ce spectacle. Puis c'est ensuite la découverte aux abords du poste de la compagnie situé à l'intérieur des terres de 2 groupes d'hommes africains faméliques. Dans le premier groupe, des condamnés à un travail forcé pour des délits inconnus. Il écrit « Un léger tintement de métal derrière moi me fit tourner la tête. 6 hommes noirs avançaient à la file, montant péniblement le sentier. Ils marchaient lentement, très droits,
Gardant en équilibre sur la tête de petits couffins emplis de terre, je voyais leurs côtes, les articulations de leurs membres saillaient comme les nœuds d'un cordage. Chacun avait au cou un collier de fer et ils étaient tous reliés par une chaîne dont les ballons oscillaient entre eux et cliquetaient en mesure. Dans le second groupe, ce sont des individus agonisants qui se serrent à l'ombre d'un arbre. Il écrit « Des formes noires étaient recroquevillées, couchées ou assises entre les arbres, appuyées contre leur tronc, s'agrippant à la terre à demi soulignée, à demi estompée, dans la lumière indécise, selon toutes les attitudes de la souffrance, de l'abdication et du désespoir. Amenés de tous les coins de la côte dans toute la légalité de contrats temporaires, perdus dans des environnements hostiles, nourris d'aliments auxquels ils n'étaient pas accoutumés, ils dépérissaient, devenaient inefficaces, et ils étaient alors autorisés à s'éloigner en rampant. » En quelques phrases, aux accents tragiques, sont ainsi données à voir trois figures de l'altérité, que le narrateur appelle les ennemis, les criminels et les travailleurs qui ne sont plus rien au monde, et qui correspondent à trois formes majeures de la violence coloniale, à savoir la guerre forcenée, le châtiment inhumain et l'exploitation implacable. Ces pratiques se développent dans le cadre d'un racisme ouvertement affirmé par les administrateurs, du directeur de la compagnie aux simples employés. Au terme d'un périple mouvementé, Marlowe découvre Kurtz, dont on lui a tant vanté l'extraordinaire efficacité dans la collecte de l'ivoire, tout en lui laissant entendre qu'il avait des méthodes peu conventionnelles. Le rapport que ce dernier a rédigé pour l'étrange Société internationale pour la suppression des coutumes barbares, c'est son nom, s'ouvre par une formule de mauvais augure, malgré son apparence généreuse. Je cite, « Par le simple exercice de notre volonté, nous pouvons mettre en jeu un pouvoir pratiquement sans limite au service du bien. » Et il s'achève sur une note manuscrite célèbre, griffonnée au bas de la page, la dernière page, « Exterminer toutes ces brutes. » Ayant lu ce document, Marlowe découvre plus tard, atterré, que la case dans laquelle repose Kurtz, agonisant, est entourée de poteaux au sommet desquels sont plantées des têtes coupées. Et il comprend alors la folie meurtrière qui s'est emparée de cet homme à la fois admiré et redouté. Les hurlements et les lamentations qu'il a perçus dans la forêt les jours précédents, sans jamais voir âme qui vive, prennent alors tout leur sens. Derrière le commerce lucratif, il y a les massacres, les tortures, l'affliction. Dans le bateau qui le ramène, Kurtz a cette dernière vision avant de mourir, et jetant un regard sur le monde qu'il quitte, il murmure dans un râle « The horror, l'horreur, l'horreur ». Des mots qui hantent Marlowe, à la fois fasciné et scandalisé par le personnage et par ses actes. De l'embouchure du fleuve Congo jusqu'au poste de la société de commerce belge où il devait prendre le commandement du bateau à vapeur, Joseph Conrad avait dû faire une marche de 300 km. Et c'est sur ce trajet fastidieux qu'il rencontra Roger Casement, le consul de Grande-Bretagne à Matadi. Le diplomate irlandais l'informe alors des atrocités commises par les fonctionnaires et les militaires belges dans la région, dont certains éléments nourriront ensuite le récit de Marlowe. 13 ans plus tard, alors que se multiplient les témoignages de missionnaires et de militaires au sujet des terribles exactions perpétrées par les colons contre les populations locales, Roger Casement, qui a occupé plusieurs postes consulaires en Afrique, demande au Foreign Office de retourner dans l'État indépendant du Congo afin d'y conduire une enquête. Ayant sillonné la région, recueilli de nombreuses preuves des violences auxquelles sont soumises les habitants, il rédige le document connu sous le nom de Casement Report, qui est remis au ministère britannique en 1903 et publié sous la forme d'une note l'année suivante. Le rapport fait état de villages désertés en raison de la terreur que font régner les émissaires belges chargés de récolter les produits exigés des communautés locales. Les unes doivent fournir d'importantes quantités de manioc, de maïs, de poissons, de volailles, d'huile, ce qui les prive de leurs moyens de subsistance, et si les volumes livrés sont jugés insuffisants, des hommes sont retenus prisonniers et douloureusement garrottés dans des conditions telles que certains d'entre eux meurent.
Les autres doivent fournir du caoutchouc et de l'ivoire, destinés à l'exportation, et là encore des quantités souvent trop grandes pour qu'ils parviennent à les amasser, et si tel est le cas, les habitants pris en défaut sont tués. Ces meurtres font l'objet d'une vérification rigoureuse par l'administration qui donne à ses personnels chargés de récolter les biens précieux un certain nombre de cartouches et s'assure à leur retour que les cartouches manquantes ont bien été utilisées pour des mises à mort, l'évidence en étant la présentation des mains droites des cadavres ainsi coupés. Un fonctionnaire évoque 6000 membres amputés dans sa région d'intervention en seulement 6 mois. Afin d'épargner une partie de leurs munitions pour la chasse, sans que les administrateurs ne s'en rendent compte, certains de ces hommes belges tuent des enfants à coups de crosse avant de leur couper la main, mais l'enquête révèle aussi la présence de garçons vivants qui ont été amputés probablement pour recourir au même stratagème. Pour payer les amendes que leur imposent les colons quand ils ne fournissent pas la force de travail exigée, des parents sont obligés de vendre leurs fils et leurs filles. Ainsi, au fil des visites du consul à travers la brousse et des pages de son document précisément étayées, on découvre la souffrance et le désespoir, les expéditions punitives et les exécutions sommaires. La publication du rapport fut suivie de la constitution d'un groupe de pression britannique, de la convocation d'une réunion des pays signataires de l'accord de la conférence de Berlin et de la création d'une commission d'enquête indépendante au Parlement belge, avec pour résultat l'abandon par Léopold II de son droit de propriété sur le territoire, qui devint alors le Congo belge, ce qui ne signifiait cependant pas la fin des exactions contre les populations africaines. Quelques années plus tard, Roger Casement, devenu consul général à Rio de Janeiro, intègre une commission chargée d'investiguer les mauvais traitements infligés par les membres d'une compagnie britannique collectant du caoutchouc en Amazonie péruvienne et rapportés par la Société de lutte contre l'esclavage et de protection des aborigènes à Londres. Il rédige en 1910 le Putumayo Report, dans lequel on apprend les sévices horribles perpétrés contre les populations indiennes, dont les hommes, femmes et enfants, lorsque leur productivité est jugée insuffisante, sont fouettés, enchaînés, attachés au pilori, mourant soit de la violence des flagellations, soit des infections provoquées par les blessures, soit de faim et de soif dans des prisons rudimentaires. Ce rapport contribua cette fois encore, avec d'autres documents, à faire réagir les autorités britanniques qui mirent en place une commission d'enquête parlementaire aboutissant au vote en 1914 d'un amendement à la Slavery Bill, la loi sur l'esclavage, qui exigeait des compagnies transnationales un traitement humain de leurs travailleurs. Ce texte législatif, dont l'application fut limitée par la survenue de la Première Guerre mondiale, arrivait cependant trop tard, la plupart des communautés indiennes de la région de Putumayo ayant été décimées ou déplacées. À son retour en Angleterre, Roger Casement y fut anobli, mais il rejoignit l'Irlande où il s'engagea dans la lutte pour l'indépendance, allant jusqu'à se rendre en Allemagne en 1914 pour obtenir le soutien de l'armée de ce pays à la cause irlandaise. Arrêté 2 ans plus tard, il fut condamné pour haute trahison à la pendaison, et afin que ses soutiens renoncent à leur campagne contre une peine sanctionnant un homme qui était révéré pour son combat en faveur des droits humains et contre l'oppression coloniale, les autorités anglaises leur transmirent des copies de son journal révélant son homosexualité, document dont l'authenticité demeure d'ailleurs jusqu'à présent controversée, mais qui, dans le contexte moral de cette époque, eurent l'effet escompté. En 1965, les restes de Roger Casement furent rapatriés en Irlande au cours d'une cérémonie nationale à laquelle assistaient 30 000 personnes. 2 textes donc, une fiction et un rapport, qui chacun à leur manière donnent à voir la violence coloniale au Congo et au-delà. La représentation qu'ils en offrent est réaliste, mais dans 2 sens différents. Dans la note de l'auteur insérée au début de son livre, Joseph Conrad affirme que pour écrire Heart of Darkness, au cœur des ténèbres, il est parti de son, dit-il, de son expérience poussée un petit peu, juste un petit peu, ajoute-t-il,
au-delà des faits réels de l'affaire, dans l'intention parfaitement légitime, je le cite toujours, de la rendre sensible à l'esprit et au cœur des lecteurs. Et il ajoute « Il fallait donner à ce thème sinistre une sombre résonance, une tonalité spécifique, une vibration continue qui flotterait dans l'air et se prolongerait dans l'oreille après l'accord final. » Il y a donc l'expérience, ce qu'il a vu, entendu, vécu, et la composition, l'atmosphère qu'il a voulu donner, l'impression qu'il a souhaité laisser. À l'inverse, il n'y a aucune trace d'un travail littéraire, ni même d'une dénonciation qui aurait risqué de disqualifier son document dans le Casement Report, dont l'auteur se veut au contraire strictement factuel. Il se déplace de village en village, recueille les témoignages des habitants, constate les blessures et les mutilations, confirme les assertions par un croisement de sources, obtient de colons et de militaires des confidences, examine les courriers, les circulaires, adjoint des notes et des mémorandums. L'un donc vise à affecter, l'autre à convaincre. Pathos et logos, si l'on veut se référer à la rhétorique d'Aristote, bien que le héros de Joseph Conrad se laisse aller souvent à l'argumentation, et que les faits rapportés par Roger Casement ne laissent pas son auditoire indifférent. Alors si j'ai longuement évoqué ces deux textes et leurs auteurs, c'est qu'ils ont eu une influence majeure sur la critique de la violence coloniale, et ce même si certains ont souligné la reproduction de stéréotypes sur l'Afrique et les Africains dans la prose de Joseph Conrad, tandis que d'autres reprochaient à Roger Casement son absence de cadre théorique. Deux critiques qui ne rendent toutefois pas justice d'abord à la complexité de la fiction romanesque de l'un et à la contrainte d'un rapport administratif pour l'autre. L'influence des deux textes présente cependant une temporalité distincte. Heart of Darkness a eu une réception modeste et mitigée du vivant de l'auteur, mais a connu dans la seconde moitié du XXe siècle un succès croissant, devenant l'un des ouvrages les plus étudiés à l'université et les plus souvent adaptés au cinéma, avec notamment, en 1979, Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, qui transpose le voyage de Marlowe à la recherche de Kurtz dans un Vietnam dévasté par l'armée états-unienne, symbole du passage d'un colonialisme avide de richesse, celui de la conquête de l'Afrique, à l'impérialisme obsédé par l'idéologie, celui de la guerre froide. Le Casement Report, lui, a connu une reconnaissance immédiate, jouant un rôle essentiel dans la découverte de la violence coloniale et dans l'émergence d'une mobilisation pour les droits des peuples colonisés. Cependant, probablement, en partie à cause du discrédit de son auteur, condamné à mort pour sa collaboration avec l'Allemagne, ce document a traversé une longue période d'oubli avant de trouver une place dans l'histoire du colonialisme. De l'influence de ces deux textes, je me limiterai ici à deux importantes références. L'ouvrage « L'impérialisme » est le second volet du triptyque d'Hannah Arendt paru en 1951 sous le titre « The Origins of Totalitarianism », les origines du totalitarisme. On en retient souvent le dernier chapitre qui porte sur le déclin des droits de l'homme, c'est la façon dont on l'a traduit, mais le point de départ et l'essentiel du développement porte en fait sur l'expansionnisme européen dont l'ambition est illustrée par la formule fameuse du champion de l'impérialisme britannique Cecil Rhodes, fondateur de l'État colonial auquel il a donné son nom, la Rhodésie. Je le cite, « Si je pouvais, j'annexerais les planètes ». Pour Hannah Arendt, cette nouvelle aventure occidentale commence à la fin du XIXe siècle lorsque le capitalisme se heurte aux limites de l'État-nation. Il lui faut de nouveaux espaces, avec cette contradiction entre les bénéfices économiques que ces conquêtes génèrent et les difficultés politiques qu'elles entraînent pour la double raison, dit-elle, de la disparition de l'unité ethnique de l'imaginaire national, puisqu'aux Européens blancs s'ajoutent désormais des Africains et des Asiatiques, et en raison de la naissance d'une conscience nationale parmi les peuples colonisés
du Kenya à l'Inde. Afin que le projet expansionniste puisse être mené à bien, des agents de la violence appointés par l'État constituent une nouvelle classe à l'intérieur des nations, dit-elle, tandis que, dans le même temps, les hommes d'affaires deviennent, dans les nouveaux territoires, des politiciens. Et pour qualifier cette combinaison entre agents de la violence et hommes d'affaires, Hannah Arendt cite à 2 reprises la formule de Joseph Conrad, qui, lorsque le bateau longe la côte africaine entre vaisseaux guerriers et comptoirs marchands, parle, je le cite, et la cite également, de la ronde joyeuse de la mort et du négoce. Mais surtout, ce qu'elle retient de Heart of Darkness, c'est cette bureaucratie coloniale qu'elle juge aussi arrogante qu'incompétente, aussi raciste qu'inculte, aussi cruelle que lâche, cette armée de parasites, dit-elle, qui exploitent et maltraitent les populations africaines et qui le font avec d'autant plus de facilité et d'autant moins de limites qu'ils sont loin de la métropole. Et de citer encore une fois Marlowe, qui parle de ces exactions qui se font hors de la vue de la société britannique bien pensante, c'est, je cite, « voisins bien intentionnés, tout prêts à vous applaudir ou à vous accabler ». C'est cet éloignement sans contrôle social ou légal, qui, selon Hannah Arendt, favorise la violence sans bornes aux colonies. 50 ans après la publication du livre de Joseph Conrad, il est remarquable que ce soit vers une fiction, celle de Heart of Darkness, plutôt que vers un rapport, celui de Roger Casement, qui n'est jamais cité, qu'elle se soit donc tournée pour critiquer le capitalisme colonial comme prémisse du totalitarisme européen. Signe que, comme l'observe le professeur de littérature anglaise de l'université de Sussex, Cedric Watts, l'auteur de Heart of Darkness aborde, je le cite, aborde des questions de son temps avec une telle habileté et une telle ambiguïté qu'il anticipe nombre de préoccupations du XXe siècle. Tout se passe en fait comme si la vérité du roman l'emportait sur la réalité du témoignage. Dans son célèbre livre « Shamanism, Colonialism and the Wild Man », le chamanisme, le colonialisme et le sauvage, publié en 1987, l'anthropologue australien de l'Université de Columbia, Michael Taussig, s'appuie au contraire sur le témoignage plutôt que sur le roman, pour analyser la violence coloniale et ses prolongements contemporains, puisqu'il ouvre son propos par la pratique de la torture sous la dictature du général Pinochet au Chili. S'il part de l'œuvre de Joseph Conrad, qu'il qualifie de subversion mythique du mythe, de l'impérialisme, c'est dans l'exposé de Roger Casement qu'il se reconnaît, affirmant qu'il aurait fait un merveilleux ethnographe. En l'occurrence, puisqu'il conduit ses recherches en Colombie, il se plonge, lui, dans le Putumayo Report, qui décrit avec un souci presque clinique les crimes perpétrés par les employés des entreprises de collecte de caoutchouc contre les Indiens du Pérou. Le bilan de ces pratiques est particulièrement lourd, probablement même incommensurable, et je cite le rapport, « Le nombre d'Indiens tués, soit par la famine, souvent provoquée à dessein par la destruction des récoltes dans des zones entières, ou comme peine de mort à des individus qui ne donnaient pas leur quota de caoutchouc, ou par assassinat par balle, immolation, décapitation ou flagellation à mort, acte accompagné d'une variété de tortures atroces, ne peut pas avoir été, au cours des 12 dernières années, inférieur à 30 000, et si possible, bien plus. » C'est ce qu'on lit donc dans le rapport établi par le consul britannique, qui affirme que les Indiens Putumayo sont pourtant moralement bien plus développés que leurs oppresseurs blancs. L'ironie étant, comme le souligne Michael Taussig, que certains de ces colons justifiaient leur cruauté en affirmant qu'ils sanctionnaient des pratiques barbares de cannibalisme des populations indigènes selon des rumeurs qui étaient colportées localement. Manière, en fait, de réaliser ce que l'anthropologue appelle, je cite, l'inscription d'une mythologie sur le corps indien, une manière de graver la civilisation en lutte contre la sauvagerie. On sait combien le thème de la civilisation combattant la barbarie continue
de hanter le discours occidental contemporain. Mais au-delà de cette logique punitive, que ces fondements supposés soient économiques, l'insuffisance des récoltes, ou moraux, l'accusation d'anthropophagie, il y a dans le texte de Roger Casement l'évidence d'une autre dimension de la violence coloniale, attestée par de nombreux témoignages. Torturer et tuer des Indiens était une sorte de jeu, de passe-temps, soit qu'on les attachât pour s'en servir comme cible de tir, soit qu'on les suspendit à une branche pour les brûler à petit feu, soit qu'on imagina toutes sortes de supplices divertissants. L'économie politique, à savoir la production de caoutchouc à quelque prix humain que ce soit, et même l'économie morale, à savoir le châtiment de délits futiles ou de crimes inventés, ne suffisait plus à expliquer la brutalisation des colons. L'économie de la terreur était une économie de la jouissance. Cependant, s'interroge Michael Taussig, le Putumayo Report n'appartient-il pas lui aussi d'une certaine manière au monde qu'il dépeint? On tente à distinguer la réalité et sa description, mais le contre-discours de ceux qui dénoncent la sauvagerie bien réelle des colons ne fait-il pas écho à la sauvagerie tout imaginaire des Indiens? À cette question, somme toute ambiguë de l'anthropologue, un autre anthropologue, lui de l'Université nationale de Colombie, Juan Álvaro Echeverri, qui a travaillé auprès des descendants de survivants d'un groupe d'Indiens du Putumayo, les Muinane, dont le nombre est passé de 2000 à 20 entre 1900 et 1930, répond par la négative. S'il est pour lui essentiel de déplacer le regard anthropologique des tortionnaires vers les victimes, il importe de reconnaître deux perspectives, certes différentes, mais qui s'inscrivent dans deux temporalités. Celle de Roger Casement, dans son rapport, qui est un défenseur de la vie humaine et des droits des laissés pour compte, dont le réalisme n'a guère à voir avec les fictions des colons qu'il a en fait contribué à dénoncer il y a un siècle. Et de l'autre côté, celle des Indiens, qui choisissent désormais l'oubli, l'amnésie, le secret, pour mieux se tourner vers le présent et le futur en réaction contre une certaine hégémonie mémorielle du moment contemporain. Ainsi, la représentation de la violence coloniale par le texte prend-elle des significations différentes selon qu'il s'agisse de fiction la racontant ou de rapport la décrivant, selon qu'elles servent à dénoncer ou faire cesser les exactions, selon qu'elles visent à établir des connexions avec l'impérialisme et les dictatures dans le cadre d'une analyse politique ou anthropologique, ou à faire entendre les voix de survivants et de leurs descendants. Distinctions qui valent bien sûr au-delà de la seule violence coloniale. Elles ne doivent pas conduire à mettre en cause ces représentations, mais à admettre leur pluralité, en termes à la fois d'images produites et d'interprétations possibles, et à porter sur elles un regard critique, interrogeant sans cesse la frontière entre les faits et ce qu'on en donne à voir et à comprendre. Dans les premières lignes de leur ouvrage collectif Fieldwork Under Fire, travail de terrain sous le feu, les anthropologues Caroline Nortrom de l'Université de Notre-Dame dans l'Indiana et Antonius Robben de l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas citent deux lettres écrites, l'une en 1942 par un chroniqueur du ghetto de Łódź, l'autre en 1992 par une femme dans Sarajevo assiégé, toutes deux racontant le quotidien de la guerre et les incertitudes du lendemain. S'il mentionne ces deux écrits, disent-ils, c'est pour souligner que la guerre n'est pas quelque part ailleurs, dans un pays du tiers-monde, sur un champ de bataille lointain ou à l'intérieur d'un centre d'interrogatoire secret, mais que c'est un fait incontournable de la vie de chaque pays, chaque nation, chaque personne, qu'il soit ou non personnellement affecté par une violence directe. C'est sur des terrains éloignés que Caroline Nordstrom, pendant la guerre civile au Mozambique, et Antonius Robben, après la sale guerre, comme on la nomme en Argentine, ont été confrontés aux défis de l'enquête ethnographique dans ces contextes difficiles, voire dangereux. Et l'un des derniers chapitres de leur livre évoque justement la mémoire de Maria Mack, une anthropologue assassinée par un militaire au Guatemala, elle
qui aimait à dire à ses collègues états-uniens, « Chez vous, on dit « publish or perish ». Ici, on dit « if you publish, you perish ». Mais au moment où ils mettent la dernière main à leur ouvrage, qui paraît en 1995, les guerres de Croatie avec le massacre de Vukovar et de Bosnie avec le crime de Srebrenica, qui sera requalifié en génocide par la Cour internationale de justice, dure depuis plusieurs années déjà. Un demi-siècle après la fin de la Seconde Guerre mondiale, un conflit meurtrier au sud de l'Europe, avec ses viols de masse et ses nettoyages ethniques, vient rappeler la proximité de la guerre pour des pays occidentaux qui avaient peut-être un peu trop vite oublié les luttes armées de libération sur le continent asiatique, l'héritage de leur passé colonial en Afrique centrale, le poids de leur présence impériale en Amérique latine et leur implication dans nombre de situations de belligérance au Moyen-Orient. 30 ans plus tard, et donc aujourd'hui, l'Europe est à nouveau directement confrontée à deux guerres, l'une qu'elle voit à sa porte avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui fait craindre à certains une extension régionale, l'autre qu'elle prétend à distance en feignant d'ignorer qu'elle en est partie prenante, à la fois militairement et diplomatiquement, avec l'écrasement de Gaza, l'occupation de la Cisjordanie et l'annexion progressive de Jérusalem-Ouest, l'une comme l'autre trahissant la permanence d'impérialisme engagé dans une rivalité à distance. Comment alors représenter la violence de la guerre? Parmi les textes les plus anciens qui en font l'objet, il y a bien sûr l'Iliade, à laquelle la philosophe Simone Weil a consacré un bref texte publié en 1941, signé d'un pseudonyme en forme d'anagramme de son nom et intitulé « L'Iliade ou le poème de la force ». L'argument central en est annoncé dès la première phrase. Elle dit « Le vrai héros, le vrai sujet, le centre de l'Iliade, c'est la force. La force qui est maniée par les hommes, la force qui soumet les hommes, la force devant quoi la chair des hommes se rétracte. » Il faut du reste entendre le mot « force » ici dans sa signification du grec ancien bia, qui mêle la force vitale, la force du corps et l'emploi de la force. Par conséquent, la violence chez Homère. Évoquant à ce moment-là son présent à elle, elle écrit « Ceux qui avaient rêvé que la force, grâce au progrès, appartenait désormais au passé, ont pu voir dans ce poème un document, mais ceux qui savent discerner la force, aujourd'hui comme autrefois, au centre de toute histoire humaine, y trouvent le plus beau, le plus pur des miroirs. » La philosophe se compte évidemment parmi ces derniers, alors que le pouvoir nazi s'étend, que la persécution des Juifs se généralise dans toute l'Europe, qu'après les Sudètes et la Pologne, la France est à son tour occupée. Cette force, au nom de la violence, est ce qui fait, je la cite, ce qui fait de quiconque lui est soumis une chose, car elle en fait un cadavre. Car à côté de la force qui tue, forme sommaire, grossière de la force, il y a surtout, dit-elle, combien plus variée en ses procédés, combien plus surprenante dans ses effets, celle qui ne tue pas encore. Elle produit, je la cite toujours, des êtres plus malheureux, qui sans mourir sont devenus des choses pour toute leur vie, car ce ne sont pas des hommes vivant plus durement que d'autres, placés socialement plus bas que d'autres, c'est une autre espèce humaine, un compromis entre l'homme et le cadavre. Bien qu'il s'agisse ici dans l'Iliade des êtres humains réduits en esclavage, il est difficile, au regard de l'intention de Simone Weil de lier le passé et le présent, de ne pas voir une dimension visionnaire dans cette description qui correspond déjà au premier camp de concentration où se trouvent enfermés et parfois réduits à une mort lente des malades mentaux, des petits délinquants, des opposants politiques, des personnes réputées asociales, des Roms et des Juifs. Mais en regard de la souffrance des vaincus, il y a la jouissance des vainqueurs, dit-elle. Car aussi impitoyable que la force écrase, aussi impitoyablement elle enivre quiconque la possède ou croit la posséder. Mais pour elle, cette division des rôles n'est toutefois pas pérenne dans le récit homérique et des inversions des positions dans les rapports de force se produisent
sans pourtant que les personnages en aient le plus souvent conscience. Elle écrit « Le fort n'est jamais absolument fort, ni le faible absolument faible, mais l'un et l'autre l'ignorent. Ils ne se croient pas de la même espèce, ni le faible ne se regarde comme le semblable du fort, ni il est regardé comme tel. » C'est cette hubris de l'Iliade, cette arrogance, qui conduit les guerriers à leur perte. Les auditeurs, écrit-elle, de l'époque, savaient que la mort d'Hector devait donner une courte joie à Achille, et la mort d'Achille une courte joie aux Troyens, et l'anéantissement de Troie une courte joie aux Achéens. Telle est l'ultime leçon de la violence, selon Simone Weil. Elle pétrifie différemment, mais également, les âmes de ceux qui la subissent et de ceux qui la manient. Les batailles ne se décident pas entre hommes qui calculent, combinent et prennent une résolution et l'exécutent, mais entre des hommes dépouillés de toutes ces facultés, transformés, tombés au rang de forces aveugles qui n'ont qu'élan. C'est là le dernier secret de la guerre. Cet enseignement des Grecs, ni les Romains ni les Hébreux ne l'ont compris, écrit-elle. Car ils se sont imaginés, je la cite, soustraits à la commune misère humaine, les premiers en tant que nation choisie, c'est-à-dire les Romains, nation choisie par le destin pour être la maîtresse du monde, les seconds, les Hébreux, par la faveur de leur Dieu. Elle en conclut que les peuples d'Europe ne retrouveront jamais cet esprit que lorsqu'ils sauront, je la cite, ne jamais admirer la force, ne pas haïr les ennemis et ne pas mépriser les malheureux, mais il est douteux que ce soit pour bientôt. Sa vision du monde, qui l'inclinait au pacifisme, ne l'empêcha pas pourtant de combattre le fascisme et le nazisme en s'engageant d'abord dans la guerre d'Espagne et en participant ensuite à la résistance. Mais l'auteur contemporain qui a probablement le plus contribué à la compréhension de la représentation de la guerre est l'historien allemand professeur à l'université du Wisconsin, George Moss. Dans son livre, paru en 1990, Fallen Soldiers, Reshaping the Memory of World Wars, les soldats tombés refaisant la mémoire des guerres du monde, qui a été traduit et malheureusement trahi en français sous le titre de La Grande Guerre au totalitarisme, la brutalisation des sociétés européennes. Son enquête porte en fait sur la perception de la Première Guerre mondiale, principalement dans l'Allemagne vaincue, perception dont il note qu'elle s'inscrit dans un, je le cite, dans un âge de la technologie, de modalités nouvelles et plus efficaces de communication, tous éléments qui aident à en diffuser l'image et à stimuler l'imagination. Perception, communication, imagination et bien sûr image, autant de manières de parler de représentation. Terme qu'il n'emploie guère, alors même qu'il développe sa thèse sur le mythe de l'expérience de la guerre, culminant dans, je le cite, le culte du soldat tombé au champ d'honneur, qui projette la croyance traditionnelle dans le martyre et la résurrection sur la nation comme une religion civique. Dans ce contexte, où le souvenir de la guerre prend cette double dimension, mythique et religieuse, deux processus apparemment contradictoires sont mis en avant, la banalisation et la brutalisation, avec cependant des temporalités quelque peu différentes. D'un côté, pendant la guerre, le processus de banalisation vise à domestiquer les horreurs du conflit, à éviter les évocations douloureuses et à en rendre la représentation familière, à travers notamment des objets du quotidien qui rappellent, non sans vulgarité, l'omniprésence de la guerre, qu'il s'agisse d'obus utilisés comme presse-papier, d'harmonicas en forme de sous-marin, de coussins avec le portrait du général Hindenburg, de boîtes d'allumettes décorées de la croix de fer, mais aussi à travers des formes ludiques destinées aux enfants avec des soldats de plomb, des jeux tactiques d'inspiration militaire, et puis avec des films ayant vocation à distraire le public loin du front par des mélodrames ou des comédies, sans que jamais la réalité des tranchées ne soit montrée. L'objectif, dit-il, n'est pas d'élever ou d'apaiser l'esprit, mais de donner aux hommes et aux femmes le sentiment de dominer les événements, la guerre désormais faisant partie de la vie des gens. Et d'un autre côté, dans les suites du conflit cette fois, le processus de brutalisation consiste,
je le cite, « en une continuation des attitudes guerrières en temps de paix au sein du peuple défait, alors que se multiplient les violences, avec, à l'époque, après la guerre, l'instauration d'un pouvoir révolutionnaire divisé, l'émergence du mouvement spartakiste durement réprimé, la multiplication des assassinats de responsables politiques et la survenue d'une crise économique marquée par une hyperinflation, et que les conditions imposées par les vainqueurs au traité de Versailles de 1919 sont à la fois ruineuses et humiliantes pour les vaincus. » Dans ce contexte néfaste, écrit George Moss, la politique se conçoit comme une bataille devant se terminer par la reddition inconditionnelle de l'adversaire. L'idée nationaliste se cristallise autour de la haine de l'ennemi souvent déshumanisé. La guerre n'est plus vue comme imposant un sacrifice, mais impliquant l'annihilation de l'adversaire. Les pogroms de Juifs en Russie et le génocide des Arméniens en Turquie ne soulèvent même plus guère d'indignation. La vie, en somme, perd de sa valeur. Deux éléments de nature très différente, mais étroitement liés, jouent un rôle crucial dans cette évolution, explique-t-il. La camaraderie masculine, qui forme la base des affinités viriles des corps francs de l'extrême droite nationaliste et bientôt des groupes nazis, et le racisme, qui se manifeste principalement contre les Juifs caricaturés sur des affiches avec en arrière-plan la résurgence des théories du complot les impliquant. En réalité, banalisation et brutalisation ne se contredisent pas, et même la première a favorisé la seconde. La familiarité avec la violence pendant la guerre facilitait l'adoption ensuite de discours et de pratiques violents. Et selon George Moss, ces deux phénomènes ont nourri l'expression du ressentiment sur lequel s'est édifié le régime nazi et ont permis la réalisation ultérieure de ces crimes. Dans l'hommage qu'il lui rend, l'historien d'origine sud-africaine de l'Université hébraïque de Jérusalem, Stephen Asheim, relève un fait particulièrement intrigant, à savoir, dit-il, une certaine sympathie pour plusieurs des mythes et des symboles qu'il étudie, dans lesquels il voit la réponse à des besoins profonds de communauté et de signification. Cette attraction se manifeste, poursuit l'auteur, dans le sionisme de George Moss. En particulier, je le cite, dans son identification aux mythes et symboles nationalistes qu'il a pourtant tant fait pour démystifier. Un paradoxe dont ce dernier d'ailleurs a bien conscience. Lorsqu'arrivant en Israël pour la première fois, assistant à un exercice militaire, George Moss dit sa joie, je le cite, en voyant des Juifs robustes et sûrs d'eux-mêmes, bien loin d'un passé humiliant, et il admet alors, je le cite, la défaite de sa raison critique et de son savoir historique, puisque ces hommes représentent ce qu'il prétend détester. Mais n'est-il pas allé jusqu'à consacrer de longs commentaires complaisants sur le sioniste de la première heure, Max Nordau, sur son manifeste Degeneration, Dégénération, de 1892, contre les écrivains et les artistes supposés décadents incarnés dans les intellectuels dits juifs fin de siècle et sur la théorie du judaïsme musculaire affirmant la masculinité athlétique et la force virile du nouveau juif qui était appelé à prendre possession de la Palestine. Après avoir analysé avec une sévère lucidité la mécanique de la montée de la violence dans la société allemande vaincue, l'historien, George Moss, ne pouvait contenir son indulgente admiration pour la démonstration de force d'une communauté juive naguère décimée et rabaissée, et s'il voyait dans un cas les prémices de la brutalité de la Seconde Guerre mondiale, lui échappait dans l'autre la réalité de la brutalité de l'expulsion des Palestiniens lors de la Nakba. Cette différence de traitement que George Moss reconnaît lui-même illustre la manière dont les représentations de la guerre mêlent toujours la rationalité et l'émotion, l'imaginaire et l'effacement. Mais elle révèle aussi, indirectement, la différence parfois extrême dans la manière dont la guerre est vue par les vaincus et par les vainqueurs, et l'on sait les efforts qu'ont déployés les fondateurs de l'État d'Israël pour transformer la vision des vaincus, celle des rescapés des camps nazis, en un récit des vainqueurs, celui du retour sur la terre promise. Les événements survenus au Moyen-Orient depuis le 7 octobre 2023
offre une démonstration saisissante autant que tragique d'une transformation similaire. L'attaque sanglante du Hamas et du djihad islamique a produit au sein de la population un traumatisme sans précédent depuis la naissance de l'État d'Israël, et ce bien au-delà du territoire national. Elle a été immédiatement comparée à la Shoah par nombre de commentateurs israéliens, et les auteurs de l'assaut ont même été assimilés à des nazis. Elle a donné lieu à un discours sur la menace existentielle qui pesait sur l'État d'Israël, repris ensuite par la plupart des responsables politiques occidentaux qui ont affirmé son droit inconditionnel de se défendre. C'est accompagné de la production d'images et de récits sur les exactions commises, dont les plus révoltantes, 40 nouveau-nés décapités, des dizaines d'enfants calcinés, un fœtus arraché au ventre de sa mère éventrée, des mutilations sexuelles de femmes tuées à la rave party, une famille ligotée et torturée à son domicile, ont ultérieurement été toutes démenties, mais ont laissé des traces dans les mémoires et continuent même d'être mentionnées dans certains médias aujourd'hui. Un film réalisé par le gouvernement israélien a été présenté en France à une sélection de parlementaires, de journalistes et de chercheurs. En revanche, les enquêtes internationales indépendantes sur les faits ont été refusées par les autorités, la mission des Nations Unies envoyée sur place n'ayant pu rencontrer ni les victimes, ni les médecins qui les avaient prises en charge, ni les témoins qui avaient rapporté des crimes graves. Autrement dit, dans un premier temps, en Israël, c'est une représentation politiquement maîtrisée des victimes inscrites dans l'histoire de la persécution des Juifs qui a prévalu et du reste continue à être diffusée. Très vite cependant, à partir du déclenchement de la guerre contre Gaza, dès le 8 octobre en fait, une autre représentation documentée dans la requête déposée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice s'est imposée en Israël, à mesure que la destruction de bâtiments et des infrastructures s'étendait à Gaza. Elle s'exprimait à travers un discours officiel d'annihilation de la population palestinienne au sein de laquelle il n'y aurait pas d'innocents. Le président dénonçant, je le cite, la nation entière comme responsable et appelant à lui briser l'échine. Le ministre de l'Énergie affirmant que les habitants je le cite, ne recevraient pas une goutte d'eau jusqu'à ce qu'ils quittent le monde. Le vice-président de la Knesset déclarant, je le cite encore, qu'il fallait éliminer la bande de Gaza de la face de la terre, quand le ministre de la Défense parlait, lui, d'imposer un siège total privant les Palestiniens de tout, y compris de nourriture, car ils étaient, je le cite, des animaux humains qui devaient être traités comme tels, et ceci pour ne mentionner que quelques-unes des nombreuses citations colligées pendant les premiers mois de la guerre. À la victimisation succédait donc la brutalisation. Cette brutalisation se manifestait ouvertement à la fois dans les médias nationaux, dont certains présentaient de longs reportages sur les prisons, où les détenus palestiniens étaient dans une cellule ou dans une cour, les uns à côté des autres, à genoux, prostrés, menottés, le visage masqué, couverts d'un simple sous-vêtement, filmés par des gardiens qui leur hurlaient des ordres et les menaçaient avec leurs chiens. Et surtout dans les réseaux sociaux, où les soldats postaient avec fierté des images de brimades, d'humiliation, de destruction de quartiers, de pillage d'habitations, et sur les sites de rencontres, en signe de séduction masculine, par la présentation de sortes de trophées de guerre, des photographies de militaires israéliens posant en treillis et en armes devant des ruines fumantes, dans des chambres d'enfants dévastées, habillés parfois de lingerie féminine volée, s'accrochant au canon d'un tank ou montant la garde devant des prisonniers palestiniens entravés à l'arrière de véhicules. Des centaines de vidéos et de photos ont été ainsi mises en ligne de manière ludique et continuent de l'être, parfois accompagnées de chansons explicites et de commentaires dégradants. Sur l'une d'elles, qui a près de 2 millions de vues, des dizaines d'hommes palestiniens enlevés dans leur quartier et transportés dans un bus doivent répéter les phrases prononcées par un militaire qui leur fait dire qu'ils seront pour toujours les esclaves de sa famille. Sur une autre, réalisée par l'un des 4000 Français de l'armée israélienne, le soldat répète de manière exaltée « On va les massacrer » avec en fond sonore une mélodie populaire dont les paroles du refrain ont été parodiées en plus d'arabe. Sur un site, une image vue par plus de 180 000 personnes montre un groupe de militaires qui ont en main des posters affirmant « Nous, soldats de l'armée du peuple juif, ne désarmerons pas jusqu'à avoir effacé et annihilé Gaza ». Sur un autre qui a plus de 120 000 followers,
le visage squelettique d'un enfant palestinien infirme moteur cérébral, mort de malnutrition, est moqué sur une affiche annonçant une suite du film E.T. de Steven Spielberg, rebaptisé en Spiegelberg, de Pigel, qui signifie en hébreu « sacrifice impropre à être consommé ». Ce ne sont là que quelques-unes des pièces de l'archive qu'a constitué l'historien israélien de l'Université hébraïque de Jérusalem, Lee Mordechai, rassemblant la plus grande documentation existant aujourd'hui sur la guerre de Gaza. Le fait remarquable est que ces vidéos et ces photos qui mettent à jour des crimes relevant de la justice internationale aient été diffusées sans restriction de la part des autorités militaires ou politiques israéliennes, au moins jusqu'à ce que, leurs auteurs se rendant à l'étranger, ou certains d'entre eux, ils se voient menacés de poursuites judiciaires. La publicisation des violences perpétrées depuis le 7 octobre 2023 relève de ce qui a pour nom en anglais « atrocity propaganda », propagande par l'atrocité. La singularité du cas israélien tient à ce qu'il y a une double publicisation. D'abord des sévices exercés par l'ennemi, dont une partie, je l'ai dit, s'est avérée fallacieuse, mais une autre semble avoir été documentée, et des exactions, ensuite, perpétrées par l'armée qui font l'objet d'une indulgence des autorités. Ce type de propagande, se servant d'images et de narrations d'atrocités, est loin d'être récent. Puisqu'en 1941, l'historien, pasteur méthodiste et objecteur de conscience James Morgan Reed fit paraître l'ouvrage précisément intitulé « Atrocity Propaganda » sur la Première Guerre mondiale, laquelle ne fut en effet pas avare de ces tactiques d'endoctrinement, comme on l'a vu, mais il avait 3 ans plus tôt publié un autre article sur le recours à ce mode de communication politique lors de la rébellion irlandaise de 1641 contre la conquête de leur pays par l'Angleterre des Tudors, au cours de laquelle des récits mensongers et des chiffres fantaisistes sur les actes cruels supposément commis par les insurgés irlandais avaient servi à les discréditer et à justifier une répression féroce. En fait, la liste est longue des conflits qui ont donné lieu à cette pratique qui présente le double avantage moral de transformer l'ennemi en monstre haïssable et d'autoriser par conséquent l'utilisation contre lui de moyens extrêmes. L'usage est cependant de rendre publiques les violences de ceux que l'on veut réprimer, en dissimulant les violences que l'on commet soi-même. L'originalité de la propagande israélienne, théorisée sous le nom de Hasbara, a été d'exposer les deux. L'une l'a été officiellement par les autorités, l'autre officieusement par les médias et les réseaux sociaux. 2 logiques, donc, ont été à l'œuvre à la suite de l'incursion meurtrière en Israël, procédant l'une de l'expérience des vaincus, car la société s'est découverte vulnérable, l'autre de la détermination des vainqueurs lorsque l'armée a déployé toute sa force de frappe. Dans un premier temps, on a ainsi exposé les exactions commises par les groupes islamistes. Il s'agissait, comme c'est généralement le cas dans les conflits au cours desquels on a recours à ce type de communication, de susciter un sentiment d'horreur à la fois dans la société israélienne et dans la communauté internationale, qui rendait légitime et même nécessaire, aux yeux de ces publics, des représailles qui allaient être d'une extrême violence. Mais très vite, l'exposition de ces violences subies a été remplacée par l'exposition de violences perpétrées. Cette fois, il s'agissait essentiellement de militaires dont les vidéos, les photos, les commentaires mis en ligne permettaient au public israélien de constater la campagne punitive menée par l'armée et d'assouvir ainsi le désir de vengeance après l'affront douloureux de l'agression. Dans cette nouvelle représentation sont présents les éléments identifiés dans d'autres conflits, notamment le culte de la virilité à travers la représentation de soi en guerrier humiliant l'ennemi, à quoi s'ajoute l'ironie d'une parodie érotique violant son intimité. Ce sont donc 2 mises en scène, l'une visant à susciter l'effroi et l'indignation, l'autre cherchant à célébrer l'héroïsme et la rétorsion. Nombre de médias internationaux se sont fait l'écho de cette distinction. Ainsi, la rédaction du New York Times a-t-elle indiqué à ses journalistes le langage devant être utilisé pour décrire les différentes situations. Les mots « horrific », horrible, « slaughter », tuerie, et « massacre », massacre, sont souvent utilisés pour évoquer l'attaque dans le Negev, mais ne devaient pas l'être pour parler de la guerre à Gaza. Une consigne qui d'ailleurs a été respectée,
puisqu'au cours des 3 premiers mois du conflit, une étude a montré qu'ils apparaissent respectivement, ces 3 mots, horrific, slaughter, massacre, 11 fois, 22 fois et 53 fois, plus souvent, dans ce quotidien, s'agissant des victimes israéliennes plutôt que des victimes palestiniennes. Et d'une manière générale, la presse internationale s'est faite l'écho des violences de la première phase, mais a généralement évité de mentionner et de montrer celles commises par les soldats et les geôliers israéliens. Mais qu'en est-il de l'autre côté, du côté de celles et ceux qui subissent l'écrasement et le siège de leur territoire, dont les maisons, les écoles, les hôpitaux sont rasés, dont les enfants, les parents, les amis disparaissent sous les bombes et sous les tirs? Après la brève circulation de vidéos et de photos montrant dans l'exaltation du premier jour l'assaut des groupes islamistes, les parapentes, les motos, les véhicules, les morts et les otages, les images qui ont ensuite été diffusées sont généralement celles recueillies par des reporters palestiniens montrant des bâtiments démolis, des hommes fouillant des décombres, des blessés s'entassant dans les hôpitaux, des personnes faisant état de leurs privations et de leurs souffrances, images qui ont été rarement montrées par les télévisions occidentales. Un document mérite l'attention, car pour la première fois, il donne à voir le quotidien de la vie à Gaza pendant la guerre. C'est le film From Ground Zero, qui est dirigé par le réalisateur palestinien Rachid Masharawi, qui a rassemblé 22 courts-métrages, fiction et documentaires, réalisés par des cinéastes et des vidéastes palestiniens. Une jeune femme sur la plage confie à son journal ses peurs nocturnes sous le bruit des avions et des explosions, décrit sa vie dans le campement provisoire des déplacés, se rend mélancoliquement dans sa maison dévastée et pillée, puis retour sur le rivage, écrit un message qu'elle place dans une bouteille à la mer. Un homme appelle son frère sous les plaques de béton d'un immeuble effondré et demande à sa nièce d'essayer de le joindre par téléphone pour savoir s'il vit encore, mais il doit abandonner sa recherche malgré les pleurs de la fillette qui croit avoir entendu la voix de son père en raison de tirs qui se rapprochent. Un adolescent se prépare à partir à l'école, marche longtemps à travers le territoire dévasté, s'installe finalement sur une pierre dans un terrain vague dont on découvre qu'il s'agit d'un cimetière informel et que la tombe située près de lui est celle de son professeur, tué peu avant. Un homme se réveille étonné dans un sac mortuaire blanc, puis se rappelle être passé la veille à la morgue où il a pris ce sac et avoir répondu avec un humour sombre à la personne qui protestait en disant que c'était réservé aux morts, que puisque tel serait probablement son cas sous peu, il valait mieux en profiter pendant qu'il était encore vivant. Un autre, hébété, raconte avoir subi 2 bombardements dans la même journée, le premier au cours duquel un cousin a longuement agonisé à ses côtés, le second dans la maison de ses parents, qui ont péri avec plusieurs proches, et le regard vague dit n'avoir plus goût à rien. Un homme déambule dans les décombres de la maison de sa fiancée disparue avec toute sa famille, se souvient des prénoms qu'ils avaient choisis pour leurs enfants et se voit désormais privé de toute perspective d'avenir. Un vieil homme parle affectueusement à son âne, auquel il donne de l'herbe avant de l'attacher à une carriole qui va, au long de la journée, servir de taxi entre les tentes de fortune et les petits commerces du marché. Mais soudain, des avions apparaissent dans le ciel et des explosions se font entendre, puis l'écran devient noir. Quelques secondes. Et la réalisatrice explique qu'elle a dû cesser de tourner, son frère et l'âne ayant été tués par la bombe. Une jeune artiste revient dans son atelier pour constater avec désarroi que toutes ses œuvres, peintures et sculptures promises à des galeries et des expositions ont été détruites, annulant tous ses projets. L'une des séquences les plus émouvantes montre 6 enfants dans un petit centre de loisirs improvisé qui parlent de l'inscription de leur nom que leur mère a faite sur leurs bras et sur leurs jambes afin de pouvoir identifier leurs restes en cas de démembrement par une bombe. Ils avouent en faire des cauchemars la nuit. L'un d'eux déclare qu'il refuse qu'on lui écrive dessus et que si son corps explose, il ne veut pas qu'on rassemble les morceaux. Ce spectre omniprésent de la mort, les enfants tentent de l'exorciser à travers un petit film d'animation qu'ils ont réalisé avec leurs dessins d'oiseaux géants qui détruisent des immeubles. Le deuil, la désolation, la tristesse, souvent la tendresse, parfois l'ironie, mais jamais la haine, jamais le ressentiment, jamais l'évocation même de l'ennemi. Seulement l'espoir que cesse enfin la guerre et que la vie redevienne possible. Comme le dit Rachid Masharawi, le directeur du film, nous voulons rappeler que les gens sont des humains
Dès le début, on a présenté les Palestiniens comme des chiffres avec chaque jour des décomptes macabres. Lorsqu'ils apparaissent à l'écran, ces chiffres ont des visages, des noms, des histoires, des métiers, des rêves. Envoyé pour être projeté lors du Festival de Cannes en mai 2024, le film en a été refusé par son président qui a déclaré qu'il ne voulait pas de politique. Politique, les habitants de la ville martyre de Guernica, bombardée par les avions de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste pendant la guerre civile espagnole, ces habitants l'ont été assurément lorsqu'ils ont organisé le 8 décembre 2023 sur la grande place du marché de Pacialecu une cérémonie au cours de laquelle, au son des sirènes de la municipalité qui avaient semblablement retenti en 1937, 3000 d'entre eux ont reconstitué par des toiles noires, blanches, vertes et rouges, tendus entre eux, un immense drapeau palestinien humain. La destruction de Gaza avait causé la mort de plusieurs centaines de personnes. La destruction de Guernica avait causé la mort de plusieurs centaines de personnes. Lorsque la manifestation eut lieu, le nombre d'essais à Gaza était de plusieurs dizaines de milliers. La mémoire de la ville espagnole pour évoquer le destin de la Palestine a également inspiré le peintre gazaoui Mohamed Al-Hawarji, qui a repris dans sa série Guernica Gaza plusieurs tableaux célèbres, tels La liberté guidant le peuple de Delacroix, Moissonneur au repos de Millet ou Au-dessus de la ville de Chagall, en y insérant respectivement la destruction de murs palestiniens, la présence de l'armée israélienne ou le mur de séparation, pour signifier des représentations de la violence en quelque sorte déportées du classique corpus occidental pour leur conférer une signification universelle. L'exposition de ces œuvres à la Documenta 15 de Kassel en 2022 a déclenché une controverse parmi les critiques allemands. Et la galerie Eltika, qui réunissait dans le centre de Gaza City les œuvres des membres d'un collectif dont il faisait partie, a été détruite par une bombe en décembre 2023. Pour conclure, représenter la violence est un défi éthique, politique, esthétique, auquel sont confrontés écrivains et cinéastes aussi bien que chercheuses et chercheurs en sciences sociales, mais également de plus en plus, par l'intermédiaire des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, un nombre croissant de personnes. En me concentrant sur deux formes de violence, coloniale et guerrière, j'ai voulu insister à la fois sur leur dimension historique et leur caractère collectif. Elles permettent d'illustrer la multiplication des modes de représentation qui sont en jeu, celle du romancier et de l'administrateur, celle de la philosophe et de l'anthropologue, celle de la propagande et du journalisme, celle de soldats qui célèbrent leurs actes et de victimes qui racontent leur quotidien. À cela, il faudrait toutefois ajouter ce qui n'est pas représenté, comme l'illustre le traitement sélectif de l'information dans les médias. La non-représentation de certaines violences, s'agissant notamment de violences à la fois coloniales et guerrières, celle qui a fait des dizaines de milliers de morts de la conquête française de l'Algérie ou celle qui a entraîné des centaines de milliers de déplacés lors de la Nakba en Israël, fait partie de toute enquête sur la représentation de la violence. Je vous remercie.